Elle pensait avoir sauvé un ennemi mourant, mais ce qu'elle a découvert a détruit tout ce qu'elle croyait vrai. Et quand la vérité est enfin apparue, il était déjà trop tard pour faire demi-tour. Le soleil frappait sans pitié. Le désert s'étendait à perte de vue, brûlant, silencieux, presque irréel. Les pas de Céleste Moreau s'enfonçaient dans le sable, lents, épuisés. Son châle était trempé de sueur, son visage couvert de poussière. Depuis 6 mois, elle marchait seule, sans but réel. La ferme qu'elle avait bâtie avec son mari avait été réduite en cendres. Il était mort dans ce qu'on avait appelé un raid Apache. Depuis ce jour, elle n'était plus qu'une ombre, errant loin de tout. Sa gourde ne contenait plus qu'une petite gorgée d'eau. Elle serrait le cuir entre ses doigts, priant pour qu'il y ait encore quelque chose à boire le soir venu. Elle s'arrêta au pied d'un petit arbre desséché, à peine un peu d'ombre. C'est là qu'elle le vit. Un homme. Allongé sur le sol, à moitié dans le sable, à moitié sous l'arbre. Il ne bougeait presque pas. Son torse montait à peine sous sa respiration irrégulière. Sa peau était brûlante, son visage couvert de sueur et de sang séché. Ses vêtements, simples et usés, portaient des traces de sang profonde. Une plaie au flanc, probablement une balle. Un trou noir entouré de chair enflammée. Céleste se figea. Tout dans cet homme disait Apache. Les cheveux noirs, les traits marqués, les habits de cuir. Elle sentit son cœur se contracter. Était-ce un de ceux qui avaient détruit sa vie? Son premier réflexe fut de reculer. Le laisser là. Mourant. C'était juste. Mais il gémit. Un son faible, brisé, qui traversa ses défenses comme une lame. Elle entendit la voix de son mari dans sa mémoire, « Tu es incapable de tourner le dos à quelqu'un qui souffre. » Elle tomba à genoux, les mains tremblantes. Elle versa quelques gouttes d'eau sur un morceau de tissu et nettoya la plaie. L'infection était avancée. Il ne passerait pas la nuit si elle ne faisait rien. Elle prit son petit couteau, le passa à la flamme, puis ouvrit doucement autour de la blessure. L'homme hurla faiblement, mais ne se réveilla pas. Quand elle retira le morceau de métal, elle eut l'impression de s'arracher elle-même un poids. Elle appliqua des herbes écrasées, puis des bandes déchirées de sa propre jupe. Son souffle à lui devint un peu plus profond. Elle savait qu'il ne pouvait pas rester ici. Les charognards viendraient. Les chasseurs peut-être aussi. Alors elle fabriqua un travois, avec 2 longues branches et une vieille couverture. Elle glissa le corps inconscient dessus, et attacha le tout avec les lanières de ses propres bottes. Puis elle passa les cordes sur ses épaules, serra les dents, et tira. Un pas. Puis un autre. Vers nulle part. Vers un espoir. Vers la suite. Les jours suivants ne furent qu'une épreuve de feu, de sable et de douleur. Céleste tirait le travois à travers les dunes brûlantes, ses épaules lacérées par les cordes, ses jambes tremblantes à chaque pas. Le poids de l'homme semblait augmenter à mesure que le soleil montait dans le ciel. Elle n'avait plus de direction. Elle suivait son instinct, une sorte d'élan muet vers l'avant, comme si le mouvement seul l'empêchait de s'effondrer. L'homme ne parlait pas. Il délirait parfois, murmurant des mots qu'elle ne comprenait pas, dans une langue grave et chantante. Parfois, il gémissait, son corps se contractait sous la fièvre. D'autres fois encore, il restait totalement immobile, au point qu'elle posait sa main sur sa poitrine pour sentir son souffle. Chaque soir, elle s'arrêtait sous le moindre rocher, le moindre buisson, cherchant un peu d'ombre, un peu de repos. Elle vérifiait sa blessure, changeait les pansements, humidifiait ses lèvres avec les dernières gouttes d'eau. Elle surveillait ses signes vitaux, comme on surveille une bougie sur le point de s'éteindre. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait tout cela. Elle aurait pu le laisser là, elle aurait pu continuer seule. Mais il y avait quelque chose dans cet homme, une fragilité que son cœur refusait d'ignorer. Peut-être aussi que soigner un autre, c'était une manière de ne pas penser à elle-même. La nuit, elle lui parlait doucement. Des souvenirs de son enfance à Marseille. Des herbes médicinales que sa grand-mère cultivait. De la première fois qu'elle avait vu un champ de blé en Amérique. Elle ne savait pas s'il comprenait, mais parler l'aidait à se sentir moins seule. Le 3e matin, alors qu'elle versait un peu d'eau sur un chiffon pour lui rafraîchir le front, il ouvrit les yeux. Pas comme les jours précédents. Cette fois, ses yeux étaient clairs. Lucides. Calmes. Il la fixait. Elle se figea, son cœur battant soudain trop vite. Son regard n'était ni hostile, ni reconnaissant. Il était, attentif. Ils restèrent ainsi un moment, sans dire un mot. Le silence entre eux devint lourd, presque douloureux. Puis il parla. Une seule parole. Sa voix était rauque, à peine un souffle. Pourquoi? Céleste sentit sa gorge se nouer. Elle aurait voulu répondre, mais aucun mot ne vint. Car elle ne savait pas. Pas vraiment. Alors elle baissa les yeux, les mains posées sur ses genoux, et murmura. Je ne sais pas. Et c'était la vérité. Le soleil était encore bas lorsque Céleste ouvrit les yeux. Elle n'avait pas vraiment dormi. La fatigue physique l'avait écrasée, mais son esprit était resté en alerte. L'homme n'avait pas bougé de la nuit, mais elle savait qu'il était éveillé.
Quand elle se tourna vers lui, il la regardait déjà. Il s'était redressé, appuyé sur un coude, le dos légèrement voûté par la douleur. Ses yeux sombres étaient profonds, impénétrables. Il ne parlait pas. Il ne montrait aucune émotion. Il observait. Il baissa les yeux vers les bandages autour de son flanc, soigneusement noués. Puis il regarda de nouveau Céleste, longuement. Elle soutint son regard, même si une part d'elle tremblait encore. « Je ne sais toujours pas pourquoi je t'ai aidé, dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Il cligna des yeux une seule fois. C'était suffisant. Il acceptait. Pas de questions. Pas de reproches. Le reste de la journée se déroula dans le silence. Céleste continua à tirer le travois, pas aussi loin que d'habitude. Elle était épuisée, mais elle refusait de s'arrêter complètement. L'homme restait calme, son regard toujours en mouvement, observant le ciel, les pierres, l'horizon. Le soir venu, alors qu'elle s'apprêtait à s'asseoir près du feu maigre qu'elle avait réussi à allumer, il fouilla lentement dans une petite poche cousue à sa ceinture. Il en sortit un petit morceau de viande séchée, sombre, coriace. Il le lui tendit sans un mot. Elle hésita. Puis elle tendit la main, prit le morceau et hocha la tête. « Merci. » Il répondit par un léger mouvement du menton. Un échange simple. Un premier geste. Un fil minuscule tendu entre deux mondes. Ils mangèrent en silence. La viande était dure, mais nourrissante. Elle sentait la fumée, la terre, le temps. Cela faisait des jours qu'elle n'avait rien mangé d'autre que de la bouillie de maïs. Ce simple geste avait une valeur immense. La nuit était claire. Les étoiles semblaient plus proches. Le vent du désert s'était calmé. Une paix étrange s'était installée entre eux. Précaire, fragile, mais réelle. Alors qu'elle posait la couverture sur ses épaules, il parla. Sa voix était basse, presque un murmure porté par la nuit. « Atoï. » Elle se figea. « Ton nom ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. Elle répéta lentement. « Atoï ?» Le nom glissa dans sa bouche comme une pierre lisse. C'était un nom ancien, fort, mais il résonnait en elle d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Ce n'était plus un inconnu. Ce n'était plus l'Apache. C'était Atoï. Un homme. Un survivant. Et elle, sans le savoir, venait peut-être de prononcer un nom que beaucoup redoutaient. Le vent soufflait plus fort ce jour-là, soulevant des tourbillons de sable qui piquaient les yeux. Céleste avançait lentement, les bras fatigués, les jambes douloureuses. Atoï ne disait rien, mais il semblait mieux respirer. Il gardait les yeux ouverts plus longtemps. Il suivait l'horizon, comme s'il sentait quelque chose approcher. Ils aperçurent les ruines d'un ancien relais postal en fin d'après-midi. Une petite bâtisse d'adobe, à moitié écroulée, rongée par le temps. Mais pour Céleste, c'était un miracle, un toit, même en partie, et peut-être un peu d'ombre. Elle aida Atoï à s'asseoir à l'abri d'un mur effondré, puis entra seule dans ce qu'il restait de l'intérieur. La pièce principale était vide, couverte de poussière et de silence. Un comptoir pourri. Des toiles d'araignée dans les coins. Et là, sur un mur à moitié brûlé, quelques vieux papiers jaunis cloués de travers. Elle s'approcha, sans vraiment savoir pourquoi. L'un d'eux attira son regard. Une affiche. Les bords déchirés. L'encre presque effacée. Mais le dessin était encore là. Un visage. Des pommettes hautes. Une cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Un regard dur, figé dans le trait du fusain. Et en dessous, ces mots en grosses lettres noires. Recherché au Atoï, fils du chef Goya Red, attaque 500 pièces d'or mort ou vif. Céleste sentit le sol se dérober sous elle. Sa main chercha appui contre le mur. Elle relut l'affiche. 2 fois. 3 fois. Ce n'était pas un homme ordinaire. Pas un blessé quelconque trouvé par hasard. C'était une légende. Un fantôme traqué par l'armée, par les chasseurs de primes, par tout un pays. Et elle l'avait soigné. Elle l'avait nourri. Elle l'avait protégé. Elle n'avait pas sauvé un inconnu. Elle avait sauvé un homme que beaucoup considéraient comme un monstre. Un ennemi. Un prix. Elle sortit précipitamment, l'affiche encore en tête. Atoï la regardait. Il n'avait pas bougé. Il savait. Il avait vu son visage, vu la peur, la surprise, la déchirure. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Tout avait changé. Céleste ne pouvait plus faire semblant d'ignorer ce qu'il était. Mais elle ne s'enfuit pas. Elle s'assit à côté de lui, la gorge serrée. Elle était complice, désormais. Et pourtant, malgré la peur, elle ne regrettait rien. Le chemin les mena dans un canyon étroit, aux parois hautes et brûlantes. L'air y était lourd, chargé de poussière et de silence. Céleste avançait prudemment, suivant les gestes discrets d'Atoï, qui semblait reconnaître le terrain. C'est là qu'ils le virent. Un vieil homme, affalé contre un rocher. Son torse était couvert de sang. Une vieille bouteille vide roulait près de sa main. Son souffle était court, rauque. Ses yeux,
brillant de fièvre et de peur, fixait le ciel sans le voir. Céleste s'approcha. Elle se mit à genoux, sortit sa gourde, tenta de lui faire boire une gorgée. Il tourna faiblement la tête. Trop tard, murmura-t-il. Trop tard pour ça. Son regard tomba sur Atoï, et soudain, il se tendit. Toi? Tu es revenu? Sa voix était brisée, pleine de panique et de confusion. Nous ne t'avons pas blessé, dit Céleste doucement. Nous t'avons trouvé là. Le vieillard eut un rire étouffé, qui se transforma en une toux sanglante. Coran, ce salaud? Il m'a laissé là. Il a dit que j'avais vu trop de choses. Que les morts parlent moins? Ses mains tremblaient. Il regarda Céleste. C'était pour la prime? Pour lui, dit-il en pointant faiblement Atoï. Mais ce n'est pas tout. Il m'a fait participer à autre chose? Céleste sentit une étrange tension dans sa poitrine. Quelle autre chose? Le vieillard ouvrit grand les yeux. Son souffle se faisait plus court, plus rapide. Le raid, celui du village, ta ferme. Vidian? Elle s'approcha brusquement. Quoi? Dis-moi ce que tu sais. Il lui prit le poignet. Ses doigts étaient glacés. Ce n'étaient pas les Apaches. C'était Coran et ses hommes. Ils s'étaient déguisés. Peinture, plumes. Ils ont tout brûlé. Ils ont tué. Et après, ils ont dit que c'était des Indiens. L'armée paie plus cher quand il y a eu du sang. Un dernier râle. Puis plus rien. Céleste resta figée. Le canyon devint soudain silencieux. Trop silencieux. Ses mains tremblaient. Sa vision se brouilla. Tout ce qu'elle avait cru. Toute cette haine. Toute cette douleur. C'était un mensonge. Elle leva lentement les yeux vers Atoï. Il la regardait. Son visage était grave. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni triomphe, ni accusation. Juste une immense tristesse. Il ne se dit rien. Il n'en avait pas besoin. Car à cet instant, il n'y avait plus entre eux ni peur, ni méfiance. Seulement une vérité partagée. Et un ennemi commun. Ils marchèrent en silence. Le désert derrière eux, les roches rouges du canyon devant. Atoï avançait avec prudence, le regard concentré, les gestes précis. Il semblait chercher quelque chose. Un lieu. Un souvenir. Ici, dit-il enfin. Céleste regarda autour d'elle. Le canyon était étroit, les parois raides, les ombres profondes. Il n'y avait qu'une seule entrée. Une seule sortie. Il viendra, ajouta-t-il. Il nous suit depuis longtemps. Il pense que nous fuyons. Nous allons lui faire croire que c'est vrai. Céleste sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle comprit son plan sans qu'il ait besoin de tout expliquer. C'était un piège. Un dernier pari. Elle monta sur un promontoire rocheux, une sorte de plateforme naturelle, à une dizaine de mètres au-dessus du sol. De là, elle voyait l'entrée du canyon. Elle voyait aussi l'endroit où Atoï allait se placer. Au centre. Volontairement exposé. Il lui tendit le vieux fusil de Daniel. Tu sais t'en servir, dit-il simplement. Elle hocha la tête. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était fixe. Tu n'agis que lorsque tu entends mon appel. Ce sera un cri d'oiseau. Un faucon gris. Il tourna les talons et descendit vers les rochers. Il n'était plus le blessé silencieux du désert. Il était redevenu un chasseur. Un homme prêt. Le soleil était bas lorsque les chevaux apparurent à l'entrée du canyon. 3 silhouettes. L'une, massive, avançait devant. Elle le reconnut immédiatement, Bartholomew Coran. Il montait un cheval sombre, le regard arrogant, la main sur la crosse de son fusil. Ils pénétrèrent dans le canyon lentement, avec prudence. Mais les traces qu'Atoï avait laissées les rassuraient. Ils croyaient avoir gagné. Céleste retint son souffle. Soudain, un cri perça l'air. Clair. Perçant. Un appel d'oiseau. Le signal. Elle visa. Son doigt pressa la détente. Le cheval de tête s'effondra dans un nuage de poussière. Un hurlement s'éleva. Elle rechargea. Visa un deuxième cheval. Tira de nouveau. Le deuxième homme tomba à terre, son arme glissant dans les cailloux. En bas, Atoï se leva d'un bond. Une flèche jaillit. Le troisième homme, surpris, n'eut pas le temps de réagir. La pointe se planta dans sa gorge. Il s'effondra sans un cri. Coran se retrouva seul. Il rampa derrière le cadavre de son cheval, tirant au hasard vers la falaise. Les balles ricochèrent près de Céleste, mais elle ne bougea pas. Il était piégé. Le silence retomba. Atoï s'avança, calme, droit. La peur avait changé de camp. Le silence dans le canyon était maintenant lourd. L'air semblait retenir son souffle. Caché sur son promontoire, Céleste observait chaque mouvement en contrebas. Coran s'était couché derrière le cadavre de son cheval. Son fusil était prêt. Ses yeux fouillaient les ombres. Il ne criait plus. Il ne provoquait plus. Il attendait. Atoï, quant à lui, avait disparu entre les rochers, comme un esprit. Il se déplaçait sans bruit,
sa silhouette glissant d'une pierre à l'autre, invisible, insaisissable. Céleste réarmait lentement le fusil. Ses mains étaient moites. Chaque respiration lui semblait bruyante. La poussière collait à sa gorge. Elle savait que Coran n'était pas un homme facile à piéger. Il était cruel, mais intelligent. Il allait tenter quelque chose. Et il le fit. Dans un éclair, Coran roula sur le côté, se redressa à genoux, épaula son arme. Son regard s'était figé sur une forme entre deux rochers. Atoï. Il n'hésita pas. Mais Céleste vit le mouvement. Elle ne réfléchit pas. Elle se leva brusquement, tout son corps exposé sur le promontoire. « Coran » cria-t-elle de toutes ses forces. Le cri déchira l'air comme une flèche. Coran se tourna, surpris. Son doigt sur la gâchette s'arrêta un instant. Il la vit. Son visage. Ses yeux remplis de haine, de vérité, de force. Et dans ce court moment, Atoï lança. Une flèche fusa, rapide, précise. Elle se planta dans la poitrine de Coran. Il resta debout une seconde, les bras écartés comme s'il ne comprenait pas ce qui venait d'arriver. Puis il tomba à genoux. Son fusil glissa au sol. Un souffle. Et il s'écroula, face contre terre. Le silence revint. Un silence plein. Épais. Céleste baissa lentement le fusil. Ses jambes fléchirent. Elle s'assit sur la roche, les yeux grands ouverts. Elle tremblait. De fatigue. De peur. De soulagement. En bas, Atoï restait debout. Il regardait le corps. Puis leva les yeux vers elle. Il ne dit rien. Mais il leva une main, lentement. Un signe. De reconnaissance. De respect. Ils étaient vivants. Ils étaient libres. Pour l'instant. Pendant 2 jours, ils marchèrent vers les hauteurs. Le désert derrière ressemblait s'effacer, remplacé peu à peu par des roches plus fraîches, des buissons plus denses, et un air plus clair. Le vent portait une odeur différente, celle de l'altitude, de la résine, de la vie. Atoï avançait avec assurance. Il connaissait chaque pierre, chaque sentier invisible. Céleste le suivait, silencieuse. Le fusil de Daniel était attaché dans son dos. Elle ne posait pas de questions. Elle savait qu'ils approchaient d'un lieu important. Puis, au détour d'un col, la vallée apparut. Elle surgit comme un secret oublié par le monde. Verte, calme, cachée entre les falaises. Une fine rivière serpentait entre les arbres. De petites habitations en branchages et en pots se fondaient dans le paysage. Des chevaux broutaient paisiblement. Une fumée douce montait de plusieurs foyers. Céleste s'arrêta net. Elle n'avait jamais vu un tel endroit. C'était un autre monde. Un monde intact. Un monde protégé. Mais la paix fut de courte durée. Un cri résonna. Un cavalier apparut sur une hauteur, puis un second. Très vite, des silhouettes sortirent des arbres, des rochers, des habitations. Des hommes. Des guerriers. Ils s'approchaient vite. En cercle. En silence. Céleste sentit la peur lui saisir la poitrine. Son instinct la poussa à reculer, mais Atoï se plaça devant elle. Il leva une main. Il parlait dans sa langue, d'un ton calme et ferme. Les hommes s'arrêtèrent à quelques mètres. Leur regard fixait Céleste. Froid. Dur. Méfiant. Un ancien s'avança. Sa peau était marquée par l'âge, ses yeux noirs comme la pierre. Il ignora Céleste et s'adressa directement à Atoï. Sa voix était grave. Respectée. Atoï répondit longuement. Il parlait avec émotion, parfois en pointant sa blessure, parfois en désignant la vallée derrière eux, parfois en tournant la tête vers elle. Le vieil homme écoutait. Puis, enfin, ses yeux se posèrent sur Céleste. Il parla doucement, mais ses mots portaient. Atoï traduisit. Il est mon père. Le chef. Il te demande, pourquoi as-tu sauvé mon fils? Céleste s'avança d'un pas. Elle sentit tous les regards sur elle. Elle parla d'une voix claire, sans trembler. Parce que je l'ai vu, mourant, seul. Je n'ai pas vu un Apache. J'ai vu un homme. Le chef ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, il hocha la tête. Son regard s'adoucit. Il dit quelques mots brefs. Atoï se tourna vers elle, un léger sourire dans les yeux. Il te donne un nom. Celui que nous donnons à celle qui porte plus qu'elle ne devrait. Il t'appelle, celle qui porte. Le temps s'écoulait autrement dans la vallée. Il n'y avait ni horloge, ni cloche, ni bruit de ville. Juste le chant du vent, les murmures de la rivière, et le rythme lent du quotidien. Céleste se réveillait chaque matin au milieu de son qu'elle ne connaissait pas encore, mais qu'elle apprenait à comprendre. Des enfants qui riaient, des sabots de chevaux, des paroles échangées autour d'un feu. Les femmes du village ne lui parlaient pas tout de suite. Elles l'observaient. Elle restait à distance. Mais peu à peu, les gestes remplacèrent les mots. Une main tendue. Un bol partagé. Un regard sans hostilité. Un jour, une mère s'approcha en silence. Son petit garçon, brûlant de fièvre, dormait contre elle.
Elle regarda Céleste, puis s'assit, le déposant doucement dans ses bras. Céleste comprit. Elle fit infuser des feuilles de saule dans de l'eau chaude, comme sa grand-mère le lui avait appris. Elle plaça le tissu humide sur le front du petit. Elle resta toute la nuit à ses côtés. Au matin, l'enfant dormait paisiblement. Sa peau était fraîche. Sa mère revint, posa une main sur l'épaule de Céleste, et lui tendit un petit bracelet tressé. Un remerciement muet, mais sincère. À partir de ce jour-là, les regards changèrent. Elle n'était plus l'étrangère. Elle était celle qui porte. Les jours s'enchaînèrent. Céleste aidait aux tâches simples. Elle apprenait à moudre des graines, à réparer une couverture, à reconnaître les plantes utiles. Elle n'avait pas de langue commune avec eux, mais cela n'était plus un obstacle. Et Atoï? Il parlait peu. Il observait. Mais il n'était jamais loin. Le soir, ils s'asseyaient parfois côte à côte, sans se parler. Elle sentait sa présence, calme, solide. Une chaleur discrète. Entre eux, il n'y avait ni geste tendre, ni promesse. Mais il y avait autre chose. Quelque chose de silencieux. De vrai. Deux êtres marqués par la perte. Deux âmes qui avaient porté le deuil, la douleur, la peur, et qui, l'une auprès de l'autre, retrouvaient un peu d'équilibre. Ce n'était pas de l'amour comme on le raconte. C'était plus profond encore. C'était une paix. Fragile. Mais réelle. L'air s'était rafraîchi. Le vent qui descendait des hauteurs portait désormais l'odeur de la glace sur les sommets, des forêts humides, du changement. Les feuillages jaunissaient. Les chevaux étaient ramenés plus tôt. Les feux restaient allumés plus longtemps. Un soir, alors que le ciel rougissait derrière les pics lointains, Atoï s'approcha de Céleste. Elle était assise seule, sur un rocher plat, les yeux perdus vers la vallée. Il resta un instant silencieux, puis dit calmement. « L'hiver arrive. » Elle hocha lentement la tête. Elle le savait. « Tu peux rester ici, » ajouta-t-il. « Tu y seras en sécurité. Tu as ta place, si tu la veux. » Mais elle ne répondit pas tout de suite. Parce qu'ils savaient tous les deux. Ce n'était pas sa place. Ce n'était pas sa guerre. Ce n'était pas son avenir. Elle n'était ni d'ici, ni de là-bas. Elle appartenait à ce chemin entre les deux. À l'espace entre deux mondes. Finalement, elle se leva. Il est temps. Atoï ne la retint pas. Il la regarda simplement, avec cette profondeur tranquille qu'elle connaissait désormais. Puis il dit, « Parfois, ce n'est pas toi qui trouves le chemin. C'est le chemin qui te trouve. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Tu es celle qui porte. Tu porteras ce qui vient, même si tu ne sais pas encore ce que c'est. » Elle sentit les larmes monter, mais ne les laissa pas couler. Elle se tourna, passa lentement la sangle du fusil de Daniel sur son épaule, resserra son manteau, et marcha. Sans se retourner. Elle quitta la vallée au petit matin, quand le monde était encore endormi. Un pas après l'autre, elle remonta les sentiers qu'elle avait suivis à l'aller, mais rien n'était plus pareil. Céleste Moreau était partie. Il ne restait que la femme qui marche. La femme qui porte. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que la vérité et le courage peuvent naître même dans les lieux les plus perdus, alors laissez un like, partagez cette vidéo, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits puissants, profonds et inoubliables. Et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà croisé un chemin qui vous a changé à jamais ?